Je vous remercie, Monsieur le Président Popescu-Tăriceanu, Monsieur le Vice-président Iordache, Monsieur le Président Dumitrescu, chers collègues, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir que de vous voir réunis tous dans mon pays d'origine, la Roumanie, et de co-présider cette conférence au nom du Parlement européen. Le chef du comité d'affaires européennes du Parlement, M. McAllister, nous a demandé de transmettre ses excuses de ne pas avoir pu participer à la conférence et de le remplacer dans sa qualité à cette conférence. Je voudrais, en commençant, féliciter la présidence roumaine de l'organisation de cette conférence et remercier nos hôtes de l'accueil chaleureux. Particulièrement, je voudrais remercier Cristian Sorin Dumitrescu, président du comité d'affaires étrangères du Sénat, pour les travaux de préparation de cette conférence. À Vienne, il y a quelques mois, on s'est concentré sur les Balkans de l'Ouest, mais aussi du Moyen-Orient, de la sécurité aux frontières et du développement de la sécurité et de la défense. Cette fois-ci, l'agenda reflète le contexte du moment. Les citoyens européens s'apprêtent à élire les nouveaux membres du Parlement dans quelques mois. Ces élections pourraient devenir un repère dans l'Union européenne et pour son histoire, pour définir les directions futures du continent, aussi en ce qui concerne les politiques étrangères de l'Union européenne. Je suis persuadé que l'Union doit renforcer ses politiques étrangères et de sécurité pour promouvoir ses valeurs et principes à l'échelle mondiale. On ne peut rester de côté et regarder les autres qui façonnent le futur de notre monde. La question du traité IFN ne représente que l'un des défis qui montre qu'on doit avoir une position forte pour promouvoir nos intérêts. Si nous sommes confrontés au processus troublant de nouveaux processus nucléaires en Europe, alors nous, les Européens, devons avoir une position ferme et commune ensemble. Nous devons soutenir l'OTAN pour contrecarrer les mouvements de la Russie pour nous intimider et mettre en danger la paix en Europe. Pouvoir agir de manière unifiée et active, l'Union européenne doit réformer son processus de décision et de prise de décision. Au sein de cette politique étrangère et de sécurité commune, il nous faut avoir un Conseil de sécurité de l'Union européenne. Le Parlement européen propose d'abolir les demandes d'unanimité et de les remplacer par la majorité qualifiée pour ce qui est des questions de la politique étrangère et de sécurité commune pour ce domaine. Si ces changements sont adoptés, cela représenterait un pas important qui nous permettrait de passer à travers les limitations actuelles qui est caractérisé par le principe du dénominateur commun le plus petit. En plus, il s'agit des pays qui veulent quitter l'Union européenne et qui représentent un défi pour toute l'Union. Le vote des citoyens britanniques représente un appel que nous devons tous prendre au sérieux. En tant que pays tiers, le Royaume-Uni ne pourrait plus avoir les prérogatives qu'il remplit de nos jours. Tout de même, on devrait assurer le lien entre le Royaume-Uni et l'Union aussi près que possible, surtout pour ce qui est de la politique étrangère, la sécurité et la défense, pour lesquelles le Royaume-Uni devrait rester un partenaire de choix, aussi vu les opérations de l'OTAN. Je crois que la coopération devrait continuer entre l'UE et le Royaume-Uni pour tous les domaines, surtout pour la coordination des positions au sein des organisations internationales et pour ce qui est de la politique des sanctions. Tout de même, malgré l'importance de ce thème, on ne devrait pas oublier les autres défis très importants pour le futur, à savoir la situation de la région, du voisinage et la relation de l'Union avec les pays du partenariat à l'Est. Pour le 10e anniversaire de ce partenariat, notre conférence constituera, je l'espère, l'occasion d'échanger des points de vue sur les leçons que nous avons apprises et sur le développement pour le futur. Les 6 pays se sont confrontés avec des choix très difficiles, bien des fois,
Mais il y a eu des évolutions très importantes pour la promotion de la démocratie, le dialogue et le contact entre les humains. Et j'espère que l'évolution du partenariat de l'Est, fondé sur ces principes, permettra d'avoir dans les décennies qui suivent de bons résultats. Pour parler de nos voisins dans les Balkans de l'Ouest, je crois qu'il est important de renforcer la solidarité et l'engagement commun pour la transformation de la région en démontrant du courage politique et la volonté. La Grèce et la Macédoine du Nord ont envoyé un message de réconciliation par le biais de l'accord de Prespa, qui représente une victoire pour l'Europe dans son entièreté, ce qui inspire tous ceux qui continuent à travailler pour instaurer dans l'Europe un espace de la paix. Les pays ont fait un choix stratégique d'assurer le lien de leur futur avec celui de l'UE par le biais de processus d'adhésion. L'UE a fait le même engagement envers nos partenaires de l'Europe du Sud-Est. Lors de notre dernière session, nous regarderons les réformes fondamentales que les pays de la région déroulent dans ce domaine. Permettez-moi de parler maintenant de la sécurité et de la défense. Après une décennie et demie d'action civile et militaire à l'étranger, qui représente un écho et apporte des instruments de management de crise, l'Union européenne se pose un participant plus sérieux pour ce qui est des capacités et devient un acteur plus important. On a enregistré plein succès ces derniers temps et maintenant on peut s'imposer, ces pays peuvent s'imposer en Europe et dans le monde. L'adoption de la législation européenne est un élément principal. Les acquisitions, par exemple, la législation concernant cela devrait inclure les prévisions sur les investissements étrangers directs. Ce sont des sujets sensibles, mais nous devrions les analyser. Suite à la réunion du Conseil européen de décembre 2013, le Parlement européen a lancé un projet pilote sur la sécurité et la défense commune. C'était pour la première fois où le budget de l'UE a été utilisé pour la recherche dans le domaine de la défense. En ce sens, on peut dire que c'est un deuxième élément de progrès, le développement industriel également. J'ai eu l'honneur d'être le rapporteur pour ce programme. Et on va publier le rapport en quelques semaines. On va également lancer un fonds pour la défense, également la contribution de l'UE pour l'égalité militaire. À l'aide de ce budget européen, on fera des investissements dans les capacités militaires. C'est un bon début. Et pourtant, nous ne devrions utiliser seulement de cette façon l'argent européen. On devrait refaire la structure institutionnelle. On devrait consolider les institutions au niveau européen et gérer par le biais des fonds européens pour s'assurer que les institutions marchent bien en vue des élections européennes. Et ce devoir devait être finalisé jusqu'à la fin de ce cadre financier multiannuel. Troisième point de progrès porte sur les capacités militaires et la coopération qui devrait être compatible avec le plan de dotation de l'OTAN. Nous devons nous assurer que la coopération porte ses fruits de meilleures capacités, de plus nombreuses capacités. Quatrième point de réforme, utilisant la législation européenne et les mécanismes. Cela n'est pas suffisant. On a toujours besoin d'une nouvelle approche de la politique de sécurité et de défense qui devrait être soutenue également par les institutions de l'UE. Nous devons avoir des objectifs clairs. Nous avons besoin d'une politique pratique et très claire et puis allouer l'argent là où l'argent est nécessaire, la capacité militaire là où
on a besoin de cette capacité. Le monde change, l'UE change, l'Europe change. Parfois, les monstres du passé sont de nouveau éveillés et il y a plein de défis. Les tactiques hybrides développées dans les stratégies hybrides, si utilisées par les acteurs forts sur le plan mondial, pourraient avoir un effet sur le UE. C'est précisément ce qui se passe. Les valeurs de l'UE sont subminées et c'est un défi que nous devons confronter. Nous avons besoin d'une politique de défense et de sécurité adéquate qui devrait avoir les effets désirables. La paix, la sécurité et notre avenir futur sont les objectifs. Et j'attends avec plaisir le reste des travaux. Et maintenant, je voudrais réitérer notre désir de nous impliquer directement dans les débats sur la politique commune de sécurité et de défense au niveau de l'UE et sur le plan national. Je suis persuadée que plus nous faisons au sein de l'UE en matière de la défense collective, plus les parlements nationaux seront sur la même page. Et j'attends avec impatience alors les débats dans la commission interparlementaire organisée le 2 avril à Bruxelles. Nous avons été invités à prendre la parole ensemble avec d'autres invités et j'espère vous revoir au sein du Parlement européen à Bruxelles le 2 avril. Et maintenant, je vais vous